Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Les activités de lutte contre le VIH-Sida se poursuivent tout au long de ce mois de décembre. Tout sur la PCI, prévention et contre la désinfection dans les structures sanitaires, c'est dans un instant. Et pour finir, le professeur Moussa Koulibaly, président du comité hygiène et prévention des infections, nous parlera de l'applicabilité de la PCI dans les structures de soins. Bonjour à tous. Comme annoncé, plusieurs associations et ONG de lutte contre le VIH-Sida multiplient leurs activités tout au long de ce mois de décembre. C'est le cas du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Hier mercredi, les membres de cette association étaient avec les élèves et étudiants du complexe Roi Hassan II afin d'échanger sur les modes de prévention du sida. Sylvie Condé a suivi cette équipe. Voici son reportage. Tout a commencé par des questions et réponses. Puisque vous êtes à l'université, on va parler un peu du VIH, de son origine. La première personne infectée par le VIH, c'était où et depuis quand? Oui? C'était aux USA. C'était aux USA, aux États-Unis. En quelle année? Allez, oui. Dans 95. Les études prouvent que les jeunes sont aujourd'hui les plus touchés par le VIH-Sida. Le Rega Plus veut changer la donne. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête chez nous? Qu'il y ait moins de jeunes infectés par le VIH. Et parmi ces jeunes, il y a beaucoup plus de filles. Ouais, vous? L'abstinence, elle est pour l'abstinence, pour tout le monde. Ensuite, utilisation de préservatifs pour ceux qui ne veulent pas s'abstenir. Et si ce n'est pas utilisation de préservatifs, qu'est-ce qu'il faut alors? La fidélité. Bonne fidélité, ça veut dire que la fidélité est réciproque. Au terme d'une heure de causerie éducative, des étudiants sont satisfaits. Abibatou Diallo. J'ai appris beaucoup de choses, surtout comment s'abstenir et se protéger pour éviter le VIH-Sida. Surtout comment utiliser le préservatif une fois qu'il arrive des moments où je ne souhaite pas m'abstenir. Le Rega Plus a distribué des préservatifs à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Dans la préfecture de Zérékoré, le Conseil danois pour les réfugiés vole au secours des guéris d'Ebola, des veuves et des familles d'accueil des orphelins de cette maladie. Ces survivants d'Ebola et personnes affectées ont reçu mercredi un don composé de machines à coudre, de matériel de menuiserie et de l'argent en espèces. C'est pour leur permettre de développer des activités économiques et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Martin Beira est le responsable du projet d'urgence du Conseil danois pour les réfugiés. Ce geste-là, c'est de façon permanente, en regroupant tous les survivants, marquer notre sympathie et tout notre encouragement aux survivants d'Ebola. DRC travaille en fonction des besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Et nos agents moniteurs qui sont dans les différentes localités d'intervention ont rencontré ces survivants-là. Et ces survivants ont donné un certain nombre d'éléments qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire soit du commerce de poissons, soit du commerce d'huile rouge. Et nous avons analysé tout cela. Et ces personnes-là, en leur donnant du cash, ils pouvaient aller sur le marché et puis essayer de pouvoir payer directement le matériel sur le marché. Et certaines personnes ont dit non, on voulait que vous nous donniez des machines, des kits de menuiserie. Et ceux qui ont donné des machines, c'était une occasion aujourd'hui de leur remettre ces machines-là. Et on passera voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ce matin. C'était Martin Beira, responsable du projet d'urgence du Conseil danois pour les réfugiés. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Je vous le disais dans le sommaire, la prévention et contre la désinfection est un sujet qui a été abordé lors d'un atelier organisé à Kindia. C'était du 18 au 21 novembre 2015. À Korkaba, vous avez suivi cet atelier. Dites-nous réellement, c'est quoi la PCI ? PCI, comme vous l'avez dit, ça veut dire prévention et contrôle des infections. C'est donc l'ensemble des mesures qu'il faut respecter pour pouvoir prévenir et contrôler les infections en milieu hospitalier. Et comme vous le savez, avec cette épidémie d'Ebola,
il a été remarqué que les directives en termes de PCI ne sont pas du tout respectées dans nos structures de soins. Et sur la question, écoutez quelques observations du Dr Sakoba, coordinateur national de la riposte à Ebola. La prévention des infections. Voilà un domaine qui a été jugé très faible dans notre pays. La plupart d'entre nous ont donné dos aux exigences même de notre profession. Les gants ne sont plus portés. On va au restaurant avec les blouses et on se promène même avec les blouses au sein des populations. Un autre aspect de faiblesse dans nos établissements de soins, c'est l'absence des centres de triage. Nous avons des coxeurs dans nos établissements qui orientent les malades vers des médecins et qui sautent les centres de triage et échappent à nos filtres. Comment arrêter ça dans nos formations sanitaires? Voilà des comportements qui ont pris place en notre sein que nous devons tous chercher à améliorer et nous comporter selon les standards internationaux. Il faut reconnaître que ce que vient de dire le Dr Sakoba est effectivement visible dans presque tous nos établissements de soins. Oui, c'est ce laisser aller dans nos hôpitaux qui favorise la transmission des infections, surtout des infections nosocomiales. C'est quoi les infections nosocomiales? Les infections nosocomiales font partie des infections associées aux soins. Ce sont en fait des maladies qu'on contracte au cours ou au décours d'une hospitalisation. Ça veut dire qu'au moment où la personne est admise à l'hôpital, elle n'a pas cette maladie-là, mais c'est à l'hôpital qu'elle contracte, qu'elle s'infecte. Mais comme vous le savez, l'hôpital est un endroit où se retrouvent tous les malades et donc il est nécessaire de respecter un certain nombre de mesures, dont l'hygiène bien sûr, pour prévenir et contrôler les infections dans les hôpitaux. Korka, en quoi consistent ces mesures de PCI? D'abord, il y a les pratiques de base. Ce sont des mesures systématiques destinées à assurer une protection des professionnels et des usagers vis-à-vis des risques infectieux dans les établissements de santé. Ce sont l'hygiène des mains, qui est d'ailleurs la mesure la plus importante pour la prévention des infections associées aux soins. Et maintenant, dans l'hygiène des mains, il y a le lavage simple des mains, il y a la friction hydroalcoolique des mains et il y a le lavage chirurgical des mains. Donc, toutes ces formes de lavage des mains est utilisée, ça dépend des cas. Il y a le port des gants. Il est important de préciser ici que le médecin doit utiliser une paire de gants par patient à chaque geste médical. Il y a aussi la protection du visage. La bouche, le nez, les yeux, lorsque le personnel soignant parle, tousse ou bien quand il respire, ça empêche que ces microbes atteignent le patient. Et ça protège aussi la bouche et le nez du personnel contre les éclaboussures de sang et d'autres liquides organiques. Et c'est la même chose pour les lunettes aussi de protection. Il y a le port des blouses et tabliers qui protègent aussi le personnel. Il y a les bonnets ou coiffes qui protègent la tête. Il y a les bottes imperméables qui sont aussi nécessaires dans certaines circonstances. Des mesures que nous avons vues d'ailleurs dans les CTE et les centres de tri. Exactement, ce n'est pas tout. Il y a aussi la gestion sécuritaire des objets pointus comme les aiguilles, les scalpels et les autres objets tranchants ou coupants. Après ces pratiques de base que je viens de citer, on a les précautions collectives qui sont composées de l'hygiène respiratoire. Elles concernent les patients qui présentent des symptômes de maladies respiratoires. Ce sont des cas qu'il faut savoir gérer pour empêcher que ces maladies-là se transmettent à d'autres personnes qui sont dans les hôpitaux. Il y a le traitement du matériel médical qui doit être réutilisé. C'est là qu'on va parler de décontamination, de nettoyage, de désinfection à haut niveau et aussi de stérilisation. C'est là aussi on va parler d'utilisation des antiseptiques, la gestion du linge, c'est-à-dire la buanderie, le nettoyage de l'environnement, c'est-à-dire les murs, le plancher, etc. Il y a la gestion des accidents d'exposition du sang. Parce que même si le médecin il est protégé, il y a quand même des risques d'exposition au sang. Il y a aussi la gestion des déchets biomédicaux. Donc tout ce que je viens de citer là doit être pris en compte dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections. À vous écouter, on a l'impression que les centres de triage font partie des mesures de PCI. Oui, évidemment.
Avec l'épidémie d'Ebola, pour éviter la transmission du virus et pour détecter les cas suspects, il fallait mettre en place des centres de triage. Ils constituent la barrière intermédiaire entre l'établissement de soins et le monde extérieur. C'est là où toute personne qui entre à l'hôpital doit se laver les mains. C'est là où on doit prendre sa température et éventuellement lui poser quelques questions d'orientation. Ces centres-là sont extrêmement importants pour assurer une prévention et un contrôle efficace des infections et même pour détecter des cas de maladies à potentiel épidémique. Mais toutes les structures de soins ne disposent pas de centres de triage. Oui, cela est vrai, mais l'atelier de Kindia, dont vous avez parlé au début, avait pour but d'élaborer un plan stratégique national de prise en charge des maladies épidémiques et de prévention des infections. Dans ce document, il est prévu de construire des centres de triage dans toutes nos structures de soins. Merci beaucoup Korka. Je rappelle que vous êtes un autre journaliste spécialisé sur les questions de santé. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Je vous propose de souffler en musique avec ce featuring African Soldier Soul Banks dans le titre Ebola, on te vaincra. Écoutez et on se retrouve juste après. Ebola, combien de mois faudrait-il encore? Virus assassin, battant. Ebola, Parafa, Amoufa, Fourenarinara, Anusofami, Kasare, Nansama, Konamatanga, Morono, Wosayiraba, on m'a fait, pour les soulever, on m'a bouté, là les soulever. Quoi qu'il en soit, Ebola, mon Afrique vaincra. On nous a dit t'es né entre le Congo et le Soudan. Dans ce fleuve d'où les animaux venaient s'abreuver. On nous parle de rats, chauves-souris, chimpanzés. 38 ans, tu fais le tour du continent, multipliant les morts. 21 jours dans un corps, tu provoques une diarrhée chronique, des saignements internes et externes. Tu tues. Ebola mufande wonga matanga hai Ebola mufan wonga wombera reso wombora yi wonga ifuregere Ebola mufande Ebola mufan Ebola mufan. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. L'épidémie à virus Ebola a démontré l'insuffisance des structures sanitaires du pays à prévenir et à contrôler les infections. L'état de ces centres de soins laisse à désirer. Pour en parler, Korkaba a rencontré le professeur Moussa Koulibaly, président du comité hygiène et prévention des infections. Bonjour professeur. Bonjour. Comment était la PCI, la prévention et contrôle des infections dans nos structures de soins avant cette épidémie? Voilà, il faut reconnaître que pratiquement les notions de prévention et de contrôle des infections étaient au plus bas niveau, au niveau de notre système de santé. On n'avait pas pris conscience de l'importance de l'hygiène et de la prévention des infections dans les structures sanitaires. Et pourquoi cela? Cela parce qu'il n'y a pas eu de contrôle. Voilà, donc c'est Ebola qui a permis de nous faire voir la réalité en face, de nous faire prendre conscience qu'il est important de prévenir les infections en milieu hospitalier et quel que soit le type d'infection. Avant Ebola, il y avait l'hépatite B, qui est d'ailleurs plus fréquente, qui contamine assez souvent le personnel médical à l'occasion des accidents d'exposition au sang. Il y a l'hépatite C, mais il y a surtout le VIH. Bon, mais malgré tout ça, on n'a pas pris de mesures importantes pour évaluer l'application de ces mesures au niveau de la structure sanitaire. Moi, j'ai même recommandé qu'on intègre au niveau des modules de formation à la faculté de médecine, les écoles de santé, l'enseignement de la PCI. Et que plus tard, on ne fera que compléter les informations puisque ça change à tout moment. Oui, mais c'est important d'introduire cela dans la formation. Ouais. Mais si l'application fait défaut, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Oui, donc il faut renforcer les mesures de contrôle. Alors c'est pourquoi nous, on a mis au
point le comité d'hygiène qui a fait un plan d'action. Donc il y a tout un ensemble de mesures et qu'on a un peu décliné en 15 composantes par rapport à la prévention et au contrôle des infections, mais surtout aussi à la prévention des risques de façon globale. Vous avez dit que vous êtes directeur adjoint d'un des plus grands hôpitaux du pays, Ignace Dine. Quel est le défi auquel vous faites face dans l'application de ces mesures de PCI? Les gens sont maintenant formés, les gens ont les moyens nécessaires à leur disposition pour les utiliser, mais la pratique de l'hygiène des mains n'est pas faite de façon correcte. Et c'est pourquoi qu'il faut briser justement ces résistances au changement de comportement, et c'est toute une technique. On ne change pas le comportement du jour au lendemain, c'est tout un processus. Il faut que les gens se sentent concernés et que c'est leur personne d'abord. C'est à ce niveau qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas au niveau de la structure, ce n'est pas au niveau de l'État. À Ignace Dine, le comité d'hygiène a été déjà formé au concernement et on a donné comme recommandation d'étendre ces modules de formation à tout le personnel médical de l'hôpital, mais aussi à tout le personnel médical des hôpitaux du pays. Alors pour que les gens apprennent à changer de comportement, il faut que ce changement s'opère en eux-mêmes. C'est vraiment en eux et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Aujourd'hui, il existe dans presque tous les différents centres hospitaliers du pays des unités de triage. Oui. Cela a été fait en faveur de l'épidémie d'Ebola. Absolument. Est-ce que cela va continuer et comment? Cela va continuer justement parce que s'il y avait eu un triage avant, le personnel médical n'allait pas s'infecter. Maintenant, si l'épidémie prend fin, nous allons faire chapeauter les activités de triage par le service des urgences et cela va être maintenant perpétuel. Professeur Koulibaly, merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'était le professeur Moussa Koulibaly, président du comité hygiène et prévention des infections. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Les réponses aux questions des auditeurs, c'est avec Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Aujourd'hui, nous répondrons aux questions d'un auditeur rencontré dans la commune de Matoto. On l'écoute. La tension est une maladie qui fait tomber beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Et pourquoi ça fait tomber les gens subitement, pas graduellement? La maladie ne s'aggrave pas graduellement. Un seul jour, on trouve que la personne est tombée, tension et... Écoutons la réponse du docteur Barry Ibrahima Souri, cardiologue à la clinique Ambroise Paris. L'hypertension est multifactorielle. Il est dit qu'il y a des causes qui sont iatrogènes, c'est-à-dire provoquées. Lorsque, par exemple, un sujet est tabagique chronique et alcoolique, lorsqu'un sujet n'a pas une vie saine, c'est-à-dire qu'elle ne dort pas suffisamment bien, elle ne fait pas d'activité physique, elle consomme beaucoup de sel, par exemple, ça peut être des facteurs favorisants de l'hypertension artérielle. Il y a des causes secondaires à des problèmes, par exemple rénaux, des causes secondaires à la consommation de toxiques, des pilules que les femmes prennent pour ne pas tomber enceinte, par exemple, et lorsqu'elles sont consommées au long terme, occasionner de l'hypertension artérielle. Lorsque le sujet est issu de parents hypertendus, également, il est sujet à développer de l'hypertension artérielle à un certain âge, généralement au-delà de la trentaine. Mfa Moussa Kamara veut aussi comprendre pourquoi les hypertendus font des crises subites. Le docteur Barry Ibrahima Souri précise. Il y a, disons, plusieurs facteurs. D'abord, c'est le fait que l'hypertension artérielle est définie comme étant un tueur silencieux, c'est-à-dire que c'est une maladie généralement qui évolue à bas bruit et donc qui a tout le temps de faire développer des complications. C'est des complications qui ne se révèlent qu'à un stade très, très évolué de la maladie. C'est pour ça que cet auditeur-là a dû remarquer ou a dit que les complications de l'hypertension artérielle arrivent subitement. Sinon, en réalité, c'est des complications lorsque le patient est dépisté à temps, il est suivi, bien suivi, on peut contrôler la tension et éviter la survenue des complications. Mais lorsque ces complications-là arrivent de façon brutale, généralement, elles arrivent chez quelqu'un qui n'était pas diagnostiqué hypertendu ou alors chez quelqu'un qui était hypertendu mais qui était mal suivi. Vous écoutiez à l'instant le docteur Ibrahima Souri Barry, cardiologue à Ambroise Paris. C'était la réponse aux questions du jour. Le 624 19 78 64, toujours ouvert pour tous vos problèmes de santé. Merci de votre attention.
Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiamata, technique Mamadou Kone, présentation Adiatou Yassala. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.